Bonjour à tous, je suis Charlotte Lévy-Hautefort, en charge de l'activité de gestion de dette infrastructure au sein de Arkea Asset Management, qui est la société de gestion du groupe Crédit Mutuel Arkea, donc un asset manager français. Et je suis également présidente du club infrastructure de l'AFG, l'association française de gestion qui représente les entreprises, les sociétés de gestion actives dans l'infrastructure, que ce soit en dette et en equity. Et j'ai le plaisir donc d'animer cette table ronde ce matin et avec à mes côtés 5 experts qui vont se présenter. Donc tout d'abord Philippe Varin. Merci Charlotte. Donc je préside ICC, la Chambre internationale de commerce, qui est une organisation internationale basée à Paris. Nous sommes dans 170 pays avec 45 millions de business qui sont liés aux chambres de commerce. Et nous avons un siège aux Nations Unies. Nous sommes connus pour les incoterms qui régulent avec de la soft law en français 17 trillions de dollars dans le monde de commerce de biens. Et quand les choses vont moins bien, on est aussi connu pour la cour d'arbitrage où on règle 200 milliards de dollars de claims par an. Et nous avons 3 domaines d'activité au-delà du commerce des biens aujourd'hui. 1, le climat, avec la COP à venir. 2, la digitalisation du trade, de ces 17 trillions de dollars, qui ne sont pas digitalisés aujourd'hui, commerce des biens et papier. Et le 3e sujet, eh bien, c'est que sur la revitalisation du multilatéralisme, si on laisse les États s'emparer du sujet, on ne va pas progresser. Et donc l'Organisation mondiale des entreprises a décidé de porter une parole sur ce sujet. Bonjour à toutes et à tous, je suis Paul Loisel, avocat associé chez Auric à Paris. Je suis en charge des financements d'énergie et d'infrastructures sur la zone IMIA et je conseille des emprunteurs et des financeurs, que ce soit des banques ou des fonds de dette, sur l'ensemble des sujets d'énergie et d'infrastructure sur cette zone. Donc Laurent Chabot. Merci Charlotte, bonjour. Donc Laurent Chabot, je suis co-responsable des financements d'infrastructures à la Société Générale pour la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. Donc nous intervenons en tant que conseil ou prêteur sur toutes les différentes classes d'actifs des infrastructures. Ensuite Rémi Estran. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Rémi Estran, le CEO fondateur de Scientific Climate Ratings, qui est une agence de notation de la matérialité financière du risque climatique. Et nous notons à travers le monde plus de 6000 infrastructures. Et je suis par ailleurs président de l'Association européenne des agences de notation de crédit. Et enfin Michel Cahan. Bonjour à tous, Michel Cahan, donc je suis le président de la fédération Syntec Ingénierie qui regroupe les entreprises d'ingénierie, donc concepteurs, conceptrices ou auditrices de projets d'infrastructure, donc au cœur des sujets de transition écologique, énergétique et numérique. Merci à tous. Alors, peut-être pour introduire ce débat, ce matin, le ministre de l'économie et des finances français a dit il y a 3 piliers importants, 3 enjeux pour l'infrastructure, la souveraineté, la résilience et la compétitivité. J'ajouterai un 4e enjeu, le financement, puisque pour réaliser ces investissements, il faut effectivement penser la façon de le financer. On est face à des enjeux très significatifs pour réussir ces enjeux de transition environnementale, de transition digitale, de souveraineté, d'autonomie. Et face aux contraintes des finances publiques, le recours au financement privé reste incontournable. Traditionnellement, les banques ont toujours constitué un des piliers du financement des infrastructures. Mais depuis une quinzaine d'années, en tout cas en Europe, les fonds de dette sont devenus là aussi des acteurs à part entière du marché des financements, en complément et aux côtés des banques, et en proposant de nouveaux types de financement, comme par exemple la dette junior infrastructure. Et c'est pourquoi l'Association française de gestion vient de relancer son club infrastructure afin de représenter ces acteurs. Alors, comment ces acteurs s'organisent pour faire face aux besoins d'investissement? Quels sont les nouveaux challenges auxquels les financeurs doivent faire face? Quels sont les nouveaux risques qu'ils doivent appréhender, par exemple en matière de durabilité ou en matière d'instabilité réglementaire? Ce sont les questions auxquelles nos intervenants vont répondre. Et pour démarrer, tout d'abord, je vous propose de faire le panorama actuel des besoins en investissement en infrastructure et du marché du financement.
Et donc avec Rémi Estran, pouvez-vous nous parler des grands enjeux d'investissement aujourd'hui, d'infrastructures? On est à l'aube de la COP 30. De quel secteur parle-t-on? Quels sont les montants en cause? Oui, merci Charlotte. Alors, d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle d'infrastructure? La valeur de ce bâtiment dans lequel nous nous trouvons tous et toutes, et on pourrait dire la même chose de la valeur de nos appartements, de nos maisons dans lesquelles nous vivons, ne vaudrait rien s'il n'y avait pas autour de lui d'abord des infrastructures de transport pour nous y amener, des infrastructures de transport collectif ou des infrastructures routières tout simplement. Si ce bâtiment n'était pas connecté à des infrastructures d'eau ou d'électricité pour qu'on puisse y vivre et y travailler, s'il n'y avait pas à côté de lui des infrastructures de santé pour qu'on puisse s'y soigner avec des hôpitaux ou des infrastructures éducatives pour nos enfants. Et je passe là aussi, on pourrait parler des infrastructures numériques, des infrastructures sportives pour qu'on puisse se détendre ou y travailler. Et donc, les infrastructures sont très directement liées à la valeur d'usage et à la valeur financière d'à peu près tous les bâtiments. C'est vrai pour ici à Bercy, c'est vrai pour Paris, c'est vrai pour à peu près tous les bâtiments partout dans le monde. Et donc, évidemment que la question de leur financement est une question qui est considérable. C'est tellement considérable qu'il est difficile de trouver un chiffre, puisque il y a des infrastructures qui sont privées, il y a des infrastructures qui sont publiques, il y en a qui sont financées par des partenariats publics-privés, c'est un sujet qui est mondial. Il y avait néanmoins un rapport qui était sorti de l'OCDE, d'une initiative de l'OCDE, qui était le Global Infrastructure Outlook en 2017, et qui estimait qu'entre 2016 et 2040, les besoins de financement des infrastructures étaient autour de 94 000 milliards. C'est à peu près, c'est un tout petit peu moins d'une année du PIB mondial. C'est-à-dire que toute la richesse créée en une année dans le monde devait être déployée sur un peu plus de 20 ans, juste pour financer ces infrastructures. Ce chiffre, qui du coup revenait à peu près à 4 000 milliards de dollars par an, pour vous donner ce que ça représente, 4 000, c'est d'ailleurs toujours d'actualité, un rapport de Allianz, l'assureur qui est sorti cette année, qui expliquait qu'eux estimaient ce besoin de financement à 4 200 milliards. Ce chiffre, 4 200 milliards de dollars, c'est entre le PIB du Japon, 4 000 milliards, et le PIB de l'Allemagne, 4 600 milliards. Et donc voilà, voilà de quoi on parle, c'est une Allemagne à investir tous les ans, grosso modo. Donc c'est des besoins qui sont considérables. Pour en revenir au sujet des investissements privés et des secteurs sur lesquels ils sont déployés, alors là, c'est l'infrastructure Monitor qui est maintenant sous l'égide de la World Bank qui nous explique que ces investissements sont principalement déployés sur le secteur de l'énergie, avec d'abord les énergies renouvelables, ensuite le transport, puis les infrastructures digitales et le stockage d'électricité. Ces tendances sectorielles qu'on observe à l'échelle du monde sont aussi en tout point semblables à celles qu'on constate en France, et j'en veux pour preuve le dernier rapport de France Invest qui nous dit exactement la même chose. 54% des montants de financement investis sur les infrastructures au premier semestre 2025, donc c'est tout récent, 54% c'est sur les énergies renouvelables, suivi de 31% sur les infrastructures de transport, 12% sur la télécommunication, et le reste, 3%, concerne les énergies conventionnelles et les infrastructures sociales. Voilà à peu près de quoi parle-t-on. Merci Rémi, des chiffres effectivement très significatifs. Alors Laurent, en matière de financement, face à ces enjeux, à ces chiffres importants, quel est un peu l'état, pouvez-vous nous dire quel est un peu l'état du marché du financement aujourd'hui? Volontiers, merci. Donc Rémi a donné des chiffres, donc je n'ai pas besoin d'en donner, merci. Je dirais que l'état du marché du financement sur les infrastructures actuellement, il est excellent. Alors évidemment, on n'échappe pas à la situation macroéconomique globale avec la hausse des taux d'intérêt, mais dans ce segment de l'infrastructure, qui est un segment relativement peu risqué, résilient, de moyen terme, il y a un appétit extrêmement fort et une forte liquidité du marché, en particulier en Europe, où il y a relativement peu de projets greenfield et beaucoup de fonds à déployer. Donc on a un contexte qui est assez favorable. Et pour le caractériser, je dirais qu'il y a une triple diversité qui est intéressante pour financer les projets. Il y a une diversité d'abord en termes d'acteurs. Alors il y a des acteurs traditionnels. Alors les banques commerciales en font partie, en particulier en France, où on a plusieurs grandes banques dans les classements internationaux de manière très, très régulière et un ADN très fort pour le financement de projets dans les domaines de l'énergie ou des transports.
À côté des banques commerciales, il y a aussi les banques publiques, bien sûr, hein, la BEI, en France, la Banque des Territoires, pour ne citer que ces deux banques-là qui sont extrêmement présentes. Mais il y a aussi les acteurs représentés par notre modératrice, hein, Charlotte, les fonds de dette qui ont joué un rôle croissant depuis plusieurs années et qui sont extrêmement présents aux côtés pas en remplacement, mais je dirais aux côtés des banques commerciales avec un rôle très important à jouer. Il y a les assureurs en direct qui peuvent interpréter en direct. Il y a aussi les grandes firmes comme les Brookfield, les Blackstone, les BlackRock qui sont capables de faire du crédit privé pour des sommes gigantesques de plusieurs milliards de dollars. Hein. C'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis dans le secteur des data centers où on a des projets qui sont à l'échelle de 15, 20, 25 milliards de dollars hein, unitairement qui se financent. Donc, heureusement, avec donc, cette grande variété d'acteurs, grande variété de secteurs. Alors, je ne vais pas redire ce qu'a dit très bien Rémi, mais ce que je dirais simplement, c'est qu'en complément des grandes infrastructures traditionnelles, on voit qu'il y a un appétit du marché pour des classes d'actifs plus petites, hein, mais où il y a la capacité à la fois du côté des fonds de dette, mais du côté des banques, d'intervenir par exemple sur les bornes de recharge pour les véhicules électriques, sur les compteurs de chaleur, compteurs d'eau, compteurs intelligents. Là, je pense il y a des refinancements ou des financements dans les deux secteurs dans les dernières semaines en France. Ou dans des domaines qu'on n'aurait sans doute pas considérés comme de l'infrastructure il y a quelques années, comme les laboratoires d'imagerie médicale ou de radiologie, où il y a un certain nombre de financements de type infrastructure qui ont été faits en Europe. Donc, et la troisième diversité que je voulais aborder, toujours dans l'intérêt des projets, c'est qu'il y a aussi une grande diversité, je dirais, en termes de produits. On a évidemment le prêt bancaire traditionnel à taux variable ou à taux fixe, donc qui peut être fait soit par les banques commerciales, soit par des fonds de dette. À côté de ça, on a aussi des formats de type obligataire, avec le cas échéant des placements privés, USPP ou placements privés en Europe, avec ou sans rating externe. On a à côté de la dette senior traditionnelle aussi des poches pour faire de la dette junior, des mezzanines qui peuvent être faites, qui peut être faite soit par des fonds de dette qui ont levé des fonds dédiés à ces dettes juniors, soit aussi par un certain nombre de banques qui sont capables de structurer et d'underwriter ce type de tranche. Donc je dirais que si on fait ce panorama aujourd'hui, en termes de financement, il y a un contexte qui est assez positif. Et c'est armé de ce contexte un peu positif qu'on verra tout à l'heure, les challenges qui arrivent. Mais en tout cas, je dirais qu'aujourd'hui, pour les porteurs de projets, il y a un grand nombre de solutions de financement disponibles. Merci Laurent. Alors justement, cette diversité, Paul, comment est-ce qu'elle va se retrouver dans les structures de financement et comment vous adressez ces sujets dans les documentations de financement que vous voyez ? Oui, merci Charlotte. Je voudrais juste en introduction rappeler qu'en France et en Europe, contrairement aux États-Unis, les projets sont généralement majoritairement financés par les banques et ces projets ont vocation à continuer à être financés de cette manière. Pour vous donner juste un exemple, quand vous financez des coûts de construction, vous avez 20% de TVA en France, dans beaucoup de pays européens. Pour financer la TVA, en général, on utilise des crédits revolving qui sont fournis par des banques. Donc, on aura toujours besoin de banques pour ce type d'instrument, mais aussi pour financer du court terme, des périodes de construction, etc. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, de quel acteur parle-t-on quand on parle de fonds de dette et que finance-t-il ? En termes de type d'acteur, je veux juste rappeler que nous avons donc, de la même manière qu'on a des fonds de private equity, on a des fonds aujourd'hui de private debt. Donc c'est des fonds qui sont gérés par des gestionnaires et dans lesquels investissent des investisseurs de toute nationalité. Et donc quand on parle de fonds de dette, en réalité, ça regroupe trois catégories aujourd'hui. Les fonds de dette à proprement parler, les fonds de pension américains, canadiens et autres, et également les assureurs, assurance vie, assurance IARD. Donc c'est ça, juste pour planter le décor et dire de quoi on parle.
On constate aujourd'hui qu'ils agissent souvent soit seuls, dans des structures où ils sont en private placement, ou alors aux côtés des banques dans des plateformes de financement. Ces acteurs aujourd'hui ont des thèses d'investissement différentes. On trouve parmi même certains gestionnaires des politiques d'investissement très diverses en termes de géographie, en termes de type d'actifs, en termes de rendement attendu. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un spectre extrêmement large de poches de financement, que ce soit du taux variable, du taux fixe, de la senior, de la junior, de la mezzanine, avec des placements qui sont privés ou parfois aussi notés, pour certains investisseurs qui ont besoin d'une notation. Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte dans la structuration des projets. Donc voilà pour le type d'acteurs dont on parle et qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Ensuite, quel type de financement? Alors Rémi et Laurent en ont un petit peu parlé. Je dirais simplement que le spectre est très large et que la frontière aujourd'hui entre l'énergie et l'infrastructure est de plus en plus ténue. En tout cas, il y a une convergence. Aujourd'hui, quand vous faites un data center, au départ, on pensait que c'était des actifs immobiliers. Ensuite, on s'est dit c'est peut-être des actifs projets. On s'est dit c'est peut-être des crossovers en fait entre l'immobilier et le projet. Puis maintenant, on se rend compte que en fait, pour faire un data center, il faut aussi sécuriser l'approvisionnement en électricité. Et donc, c'est devenu aussi un enjeu majeur de la structuration de ces projets. Donc, il y a une convergence entre l'énergie et l'infrastructure. Maintenant, où est-ce qu'on retrouve ces fonds de dette? Je dirais que, je vais faire des généralités, il y a forcément des exceptions, mais souvent, c'est des fonds qui sont sur des actifs brownfield, c'est-à-dire qu'on les voit souvent sur des financements d'acquisition d'actifs énergie infra. On les voit aussi beaucoup sur des refinancements et aussi des financements de risques de construction sur des actifs déjà en exploitation, sur lesquels il y a une extension à faire, par exemple, sur des autoroutes ou sur des aéroports. Et enfin, je finirai par là, au niveau des outils juridiques et nous, sur les structures de financement qu'on met en place, on a souvent des bonds, c'est-à-dire des émissions obligataires, en droit français, en droit anglais, ou en droit américain aussi. C'est des titres financiers qui plaisent beaucoup aux investisseurs de long terme et de très long terme. Et ça permet de sécuriser le financement sur une très longue période. On a aussi des fonds de dette qui interviennent en loan, donc en crédit aux côtés des banques, avec parfois un fronting des banques en France, sur des maturités un petit peu plus courtes, 5-7 ans. Et enfin, j'en finirai par là, on voit aussi, et c'est une nouveauté qui est pour le coup une réalité aux États-Unis, mais une nouveauté en Europe, c'est le recours à la titrisation. Alors Vantage Data Center a fait 2 opérations de titrisation récemment pour 2,5 milliards d'euros. Donc là, c'est quoi? C'est en fait des créances clients data center qui sont cédées à un véhicule qui émet des bonds qui sont souscrits par des investisseurs. C'est un nouveau mode aussi de financement qui a vocation à se développer. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les fonds de dette aujourd'hui interviennent seuls ou aux côtés des banques dans des plateformes de financement de plus en plus complexes, mais qui aujourd'hui sont une réalité de quasiment l'intégralité des dossiers qu'on regarde nous. Merci. Donc, diversité des solutions, liquidité. Donc, tout va bien. Est-ce que, Michel, vous partagez aussi ce constat sur la situation du marché des infrastructures? Je serai modeste sur les modalités de financement des projets. En revanche, je voudrais revenir un petit peu sur l'ampleur de ces projets et ne regarder que la France dans un certain nombre de domaines. C'est vrai qu'à l'horizon en 2022-2023, on a beaucoup joué d'effets d'annonce. Et le ticket d'entrée, c'était à peu près 100 milliards. 100 milliards d'euros sur la transition écologique, 100 milliards d'euros sur la régénération du ferroviaire, 100 milliards d'euros chez RTE, la même chose chez Enedis, et peut-être 60 à 120 milliards d'euros sur les nouvelles centrales nucléaires à construire. Donc, des paquets très importants, et c'est vrai qu'on avait peu l'habitude de voir ça dans le monde des infrastructures, des effets d'annonce avec un mur d'investissement aussi important. Alors il faut reconnaître que depuis que la crise des finances publiques s'est manifestée, a été ouvertement, ce mur d'investissement s'est considérablement radouci.
il n'en reste pas moins que les besoins sont là. Les besoins pour la transition énergétique, les besoins pour la transition écologique sont définitivement là. Et si on regarde, compte tenu de cette crise des finances publiques, et c'est tenu dans cette instance cet été, la conférence Ambition France Transport, qui ne concernait que les transports de personnes, un petit peu du ferroviaire, pour faire le constat, au fond, que ce qu'il en est sorti, c'est d'abord un consensus sur oui, il faut le faire, oui, il faut donner une priorité à la régénération du réseau, qu'il soit routier, qu'il soit ferroviaire. Mais si vous regardez chez RTE, il y a un petit peu les mêmes tendances. Il faut d'abord renforcer le réseau avant d'ouvrir des nouveaux et l'adapter au changement climatique, avant d'ouvrir des nouveaux points de contact pour le réseau RTE. Donc une priorité qui est donnée pour les finances publiques, à la régénération de l'existant, peut-être un peu à sa modernisation. Et pourtant, il y a plein d'ouvrages neufs encore à construire, et là, on se tourne évidemment vers le financement privé. Donc le besoin est clairement là. Il est à la fois sur les modes de financement des infrastructures et de la régénération, dès lors que le maître d'ouvrage public a une équation économique qui fonctionne. C'est le cas de la Société des Grands Projets, anciennement Société des Grands Paris, qui se finance sur une taxe sur les bureaux, par exemple, sur 70 ans et peut investir entre 35 et 40 milliards en empruntant assez facilement, au fond. C'est vrai chez RTE qui se financera sur la facture d'électricité. Donc ces équations-là existent. Il y a des équations qui n'existent pas encore forcément dans le domaine du transport public, qui est largement subventionné par la puissance publique, ou bien, et ça c'est un enjeu majeur, je le trouve, pour la résilience de nos infrastructures ou des territoires au changement climatique. Là, il n'est pas sûr que l'équation économique soit complètement définie, et ça c'est un des enjeux sans doute aussi pour le financement privé qui vient derrière. Alors, tout à fait. Merci Michel de cette transition, parce qu'effectivement, on va aborder ces sujets d'enjeux et de risques auxquels ce marché, à la fois des infrastructures et le marché du financement, doit faire face. Alors, tout d'abord, l'aspect réglementaire. On a une transposition en cours de la réglementation européenne. Vous avez d'ailleurs reçu un petit QR code pour lire les derniers travaux d'Europlace sur le sujet. Quel va être l'impact pour les acteurs et peut-être pour planter le décor, tout d'abord, Laurent, le point de vue un petit peu des banques européennes, en quelques mots sur cette réforme. Volontiers, merci Charlotte. Alors, comme souvent, l'Union européenne a été un très bon élève pour transposer les règles internationales, puisque donc il s'agit, là on parle de ce qu'on appelle la finalisation de Bâle 3, mais aussi Bâle 4. Et donc l'Union européenne a pris une réglementation l'an dernier qui s'appelle le CRR3, qui transpose intégralement ces règles. Pour information, le régulateur américain n'a pas prévu de le faire. C'est encore une fois, l'Europe européenne a montré le chemin, on va dire, si on est positif, avec évidemment un objectif extrêmement important qui est la résilience du secteur bancaire. Et personne ne conteste cet objectif. Néanmoins, il y a, je pense, un effet pervers dans le domaine de l'infrastructure, qui est un domaine traditionnellement peu risqué, et en plus qui est un domaine d'intérêt général avec des infrastructures qui sont d'intérêt national, qui vont être au terme de cette réglementation qui est en vigueur depuis le 1er janvier, mais qui va s'appliquer de manière progressive et qui va atteindre son effet complet en 2028-2029. Je ne vais pas rentrer dans des débats trop techniques. Il y a une note qui est disponible en ligne qui revient dessus. Mais on a une augmentation des fonds propres à horizon 2029 qui pourrait être de l'ordre de quasiment la moitié par rapport aux fonds propres actuels sur les projets. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les fonds propres, c'est la ressource rare des banques. Ça veut dire que les banques n'auront pas la même capacité d'intervention globalement sur les projets, où il faudra relever sensiblement le coût de certaines opérations. Enfin, il faudrait les relever pour maintenir l'intervention des banques. Et en particulier, c'est pour ça que je parlais des effets pervers, c'est que cette réglementation introduit des planchers prudentiels, et ces planchers vont être extrêmement contraignants pour les meilleurs projets.
pour les projets les moins risqués, les projets de type investment grade, qui vont se retrouver avec des planchers qui vont être le même que des projets sensiblement plus risqués. Donc les projets typiquement dérisqués qui avaient ce rating investment grade, c'était par exemple les financements d'énergie renouvelable, les éoliennes offshore, passer la phase de construction, c'était le refinancement des projets de fibre optique, passer la phase de ramp-up. Tous ces projets-là vont être extrêmement pénalisés en termes de fonds propres pour les banques européennes, en termes de mobilisation de fonds propres. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Alors, je suis évidemment banquier, donc peut-être sans doute pas complètement objectif, mais je ne vois pas du tout de disparition du rôle des banques, en particulier des banques européennes qui sont très présentes sur le secteur, hein, avec d'abord des rôles qu'elles vont conserver de conseil, des rôles de souscription de la dette, d'underwriting, le fait de financer certaines facilités à court terme, qu'elles sont les seules à pouvoir financer, des facilités de court terme, ça peut être la TVA, ça peut être la construction, ça peut être des crédits relais fonds propres. Il y a évidemment aussi la couverture des taux qui est effectuée par les banques. Mais par contre, la tendance, si ces règles sont maintenues, ça va être que la part du financement bancaire dans les financements long terme des meilleurs projets va être amenée à se réduire, juste pour des raisons de capacité, de rentabilité. Alors, tout le sujet, on a un trend qui était de toute façon un trend de moyen terme, hein, de montée en puissance des fonds de dette, des assureurs qui ont un intérêt pour cette classe d'actifs. Après, la difficulté qu'on a, et c'est pour ça que les banques, la Fédération des banques françaises en particulier, mais les banques européennes de manière générale, d'abord aimeraient bien que toutes les banques soient traitées de la même façon, et pas uniquement les banques européennes, d'une part, mais d'autre part, on pense qu'il y a une transition qui est trop brutale. Hein, dans ces paramètres prudentiels. Donc, on a une transition plus brutale et on demande qu'il y ait une meilleure prise en compte de la qualité des projets. Bon, pour pouvoir gérer cette transition vers ce long terme étant effectivement, je pense, ce trend avec de plus en plus une part croissante sur les projets, donc les projets investment grade de meilleure qualité, une part croissante qui va être sur le bilan d'autres acteurs, d'acteurs non bancaires, assureurs, fonds de dette, fonds de pension, ou autres acteurs. Donc tout l'enjeu, c'est que cette transition se passe le mieux possible et surtout ne pénalise pas toute la transition digitale, toute la transition énergétique avec les montants considérables dont on parlait pour l'Europe en particulier. Merci Laurent. Alors cette transition, est-ce que c'est un sujet uniquement européen ou est-ce que malgré tout il y a aussi des points de vue, un enjeu global à avoir en tête? Philippe, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce point de vue-là? Oui, je vais essayer de donner un éclairage mondial sur la situation, replacer le BAL 3 européen, sa traduction européenne dans une perspective mondiale. Peut-être d'abord un élément de contexte, puisque la réunion de Belém, la COP 30, approche, sur la situation mondiale du climat telle qu'on peut l'observer à la veille de ce rassemblement. La fenêtre pour action se referme. Vous vous souvenez peut-être, mais il y a 2 ans à Dubaï, à la COP 28, une estimation a été faite de la trajectoire dans laquelle nous nous trouvions à la fin du siècle en comparaison de celle de l'accord de Paris, 1,5 à 2 degrés. Les conclusions étaient que si les contributions nationales étaient respectées, on pouvait espérer être quelque part entre 2,5 et 3 degrés, ce qui était quand même encore optimiste parce que aujourd'hui, on est au point où on va obtenir la réactualisation de ces NDCs, les contributions nationales, et on va être certainement assez déçu par les perspectives que l'on va voir. Premier point, ça se referme. Deuxièmement, nous avons fait une étude à ICC, Oxera, sur la montée des événements extrêmes. Et bon, vous avez constaté que la température se réchauffe et que les événements extrêmes deviennent dans l'actu un élément important. Bon, en chiffres, sur les 10 dernières années, les événements extrêmes ont coûté 2 trillions de dollars à la planète, mais aussi important, elles ont touché 2 milliards d'habitants de la planète sur 8. Donc effectivement, les événements extrêmes ne sont pas une vue d'esprit.
Et on les retrouve dans les chiffres et ça ne fait qu'augmenter. D'ailleurs, les primes d'assurance, regardez, elles vont monter et il faut avoir ça en tête. Troisième élément de contexte, c'est celui du financement. Et dans les pays émergents ou en développement, on a un manque crucial. Si vous vous souvenez peut-être, après la COP29 de Bakou, il a été indiqué qu'il fallait à l'horizon 2030, en investissement annuel pour la transition, le climat, investir 1,3 trillion de dollars, 1300 milliards de dollars. En fait, aujourd'hui, on constate que les plans d'investissement, ils sont en retrait par rapport à cet objectif d'au moins 500 milliards de dollars. Et juste pour fixer les idées, pour les pays émergents et en développement qui représentent 2/3 de la population, la partie investissement énergie qui va vers ces pays est uniquement de 17%. Et si on regarde l'Afrique subsaharienne, c'est uniquement 2%. Donc il y a un vrai sujet au niveau du financement. Donc la fenêtre se referme, les événements extrêmes se développent et le financement, c'est un problème. Dans cette perspective, pour la Chambre de commerce internationale à Belém dans une semaine, nous avons 3 objectifs. Le premier, c'est de faire en sorte que les NDCs, les contributions nationales, elles soient réactualisées et qu'on ait la consolidation mondiale de ces NDCs. Je ne suis pas du tout sûr qu'on va l'avoir, alors qu'elle devrait avoir été réactualisée au premier semestre de cette année. Et on veut que dans chacune de ces NDCs, il y ait une explicitation claire de ce que doit être la contribution de l'investissement privé. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui dans beaucoup. Ça, c'est le premier objectif pour savoir ce qu'on va devoir faire. Le deuxième objectif, et là, on s'approche du problème de Bâle III, c'est la question du financement. Dans la question du financement, on a 3 volets. On a un sujet sur l'investissement du secteur privé. Il y a énormément de fonds disponibles d'investissement, mais si les banques multilatérales qui investissent dans les projets ne sont pas prêtes à prendre des risques, à commencer par la Banque mondiale, eh bien, il n'y a pas le levier qu'il faut, et donc l'investissement privé ne vient pas sur ces projets. Donc ça, je pense que c'est en train d'évoluer progressivement, mais il faut que les MDBs prennent au moins une première paire, de telle manière à ce que le projet d'investissement, il ait un rating, ça pas AAA, mais en fait un bon B pour qu'on puisse investir. Donc ça, c'est le premier sujet, avec les banques multilatérales. Le deuxième, c'est Bâle III, j'y reviens dans une minute. Et le troisième, c'est les marchés volontaires du carbone. Parce qu'on a là un moyen qui a été ouvert par la COP de l'année dernière. Vous savez probablement, l'article 6 de l'accord de Paris, qui traitait des sujets d'offset, n'a jamais été opérationnalisé depuis 10 ans. Il l'a été l'année dernière, et donc c'est éventuellement, ces offsets, un moyen de financer des puits de carbone à partir de pays, notamment des pays développés. Voilà, donc ça c'est le premier sujet, les NDCs. Deuxième sujet, le financement. On a un troisième sujet, et c'est tout, c'est déjà beaucoup, c'est l'adaptation. C'est-à-dire qu'avec tous les événements extrêmes qui se développent, l'adaptation devient un sujet majeur. Ce sujet n'a jamais été franchement abordé de manière structurée par les COP, et aujourd'hui, l'investissement qui va vers l'adaptation, ce ne représente que 10% de l'investissement total du climat, et essentiellement, effectivement, de l'investissement public dans ce domaine. Donc on a un vrai sujet, et il est important... Vous savez, aujourd'hui, on dit, mais comment on va faire? Moi, j'étais un peu industriel dans ma vie, donc le jour où on a l'assureur qui vient vous voir et qui vous dit si vous mettez des sprinklers, on va vous baisser votre prime d'assurance par 2, vous avez un business case. Bon, eh bien, il faut qu'on ait un business case pour les plans d'adaptation. Et bien sûr, comme les primes d'assurance vont monter, il y a des moyens, et puis il y a des investissements privés publics à mettre en place. Il nous faut un plan, un cadre global qui soit le cadre des différents pays pour que l'investissement privé puisse, par exemple, avoir une idée des risques qui vont peser sur telle ou telle région, et puis etc. etc. Voilà. Donc le troisième sujet, c'est l'adaptation. Donc maintenant, pour terminer, sur Bâle III. Sur Bâle III, on a effectivement un sujet, je ne suis pas un spécialiste, donc je vais prendre un exemple, un exemple concret. Une ferme solaire au Ghana, 100 millions de dollars. Si on applique Bâle III avec toutes les règles actuelles, on va avoir un Risk Weighted Assessment, RWA, je crois, de 400 millions de dollars.
Voir pourquoi. Si on fait ce même investissement au Royaume-Uni ou en Suisse, c'est 20. D'accord? Pourquoi? Ben, pour 3 raisons. La première, c'est que lorsqu'on fait je m'adresse aux agences spécialisées, mais quand on fait ce risk assessment, on a une prise en compte tout à fait insuffisante des garanties qui sont données par les banques multilatérales, notamment la World Bank, parce que dès qu'il y a une condition, fût-elle minime, un risque de guerre nucléaire par exemple, ou autre, eh bien, la garantie n'est pas prise en compte. Ça ne va pas. Donc on a un premier sujet. Et on a un deuxième sujet. Alors ça vaut pour les MDB, ça vaut aussi pour les assurances politiques qui sont données. À chaque fois, il y a toujours une clause, ceci, cela. Voilà. Et donc, toutes ces garanties ne sont pas prises en compte. C'est zéro dans l'évaluation. Deux, il y a le traitement du project finance, c'est-à-dire que si cette ferme solaire est en project finance, elle est traitée sur le plan de Bâle III comme, je dirais, ce n'est pas une classe distincte du financement des entreprises. Donc on n'applique pas du tout les dispositions qui réduiraient le risque sur le project finance. C'est le deuxième sujet. Et puis il y a un troisième sujet qui est qu'il y a une assimilation du risque du projet de cette ferme, qui par ailleurs a des tas de garanties, y compris soutien de l'État, etc. Bon, mais on va lui coller comme risque le rating du risque pays. Donc, évidemment, on a effectivement un résultat que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc, ce que nous voulons faire, et là je suis un appel aux banques qui sont dans cette salle, c'est qu'on mette en place, comme nous l'avons fait, nous, à ICC jusqu'ici, sur le trade finance, une banque de données, parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est la data qui dicte le monde. Donc, il faut qu'on ait des data sur, effectivement, l'historique de tous ces projets, avec les taux de défaut, les temps de récupération, etc., dans tout ce que vous imaginez. Ce qu'on a fait sur le trade finance, on a trouvé que la profitabilité du trade finance dans ces pays était tout à fait correcte, et bien meilleure que ce qu'on pouvait escompter. Donc je pense qu'il est important que les banques se mettent d'accord pour partager, comme on l'a fait sur le trade finance, un ensemble de data pour mesurer exactement la réalité des faits et avoir une sorte de base de preuves pour qu'on puisse faire évoluer Bâle III. Alors Bâle III, moi je le répète, ICC ne promeut pas un abandon de Bâle III et il faut que ce soit un risk-based approach, il n'y a pas de débat là-dessus, il faut simplement le faire de manière, je dirais, tout à fait proche de la réalité et déjà on pourra certainement multiplier par 4 le nombre de projets soutenus par les banques à risque équivalent. Ça vous va? Voilà. Bon, je ne suis pas sûr que ça réjouisse l'audience, mais c'est... On demandera à l'audience, on laissera quelques minutes pour les questions. Mais auparavant, vous avez parlé de données, vous avez parlé d'analyse pour justement étayer cette bonne prise en compte des infrastructures dans les financements et dans les fonds propres des financeurs, on va dire, parce que bon, il y a Bâle III, mais il y a sans doute aussi une réforme de Solva II qui arrive et on va voir comment ça se traduit également dans ces chiffres-là. Pour ça, il faut des données et donc moi je m'intéresse à Michel. Comment vous pouvez contribuer en tant que conseil ingénieur sur ces projets pour éclairer ces analyses? Quel type de due diligence menez-vous pour intégrer notamment tous ces nouveaux risques auxquels on fait face en quelques minutes, Michel? Alors clairement, si le risque majeur, c'est le risque pays, on ne se prononcera pas. En revanche, si donner de la rationalité au fond à l'analyse des risques, ça c'est effectivement notre façon de faire et l'exercice de notre métier d'ingénierie. Je rappelle que l'ingénierie est concepteur, mais peut jeter un regard sur le travail des autres, et c'est précisément ce en quoi on peut apporter un œil neuf, au fond, aux financeurs. Donc on va regarder les points classiques qui sont coût, qualité, délai, environnement, et sans doute aujourd'hui il faut y ajouter acceptabilité sociale. Et on voit effectivement qu'il y a un certain nombre de projets, en particulier des projets d'infrastructure qui sont aujourd'hui contestés. Donc donner un œil, et ça c'est un sujet vraiment difficile, donner un œil neuf aussi sur ce que peut être l'acceptabilité sociale des projets, c'est pas toujours évident. Alors il y a plusieurs phases dans des projets et les financements arrivent à différents moments, soit très en amont,
soit lorsque le projet est construit, là, souvent on parle de refinancement des projets. Lorsqu'on est en amont, évidemment, on va exercer des due diligence techniques et environnementales, avec des analyses de sensibilité. Qu'est-ce qui se passe si jamais le coût de l'acier monte dans le monde? Qu'est-ce qui se passe si est-ce qu'il y a un risque d'évolution de la réglementation sur tel ou tel domaine, etc. Donc ça, on peut avoir ce recul-là. On pourra donner, et ça c'est peut-être pas forcément dans l'épaisseur du trait, mais une analyse un peu plus fine, disons, entre l'investissement en CAPEX et l'investissement en OPEX. Puisque je prends une route, si je fais une route bien épaisse, elle tiendra longtemps et je n'aurai pas besoin d'intervenir. Si je fais une route plus légère et que je prends en compte l'investissement de modernisation par la suite, eh bien ça peut s'étaler dans le temps et ça intervient sous forme d'OPEX à ce moment-là. Et puis il y a les questions d'alignement avec les critères ESG. Donc là c'est une démonstration qu'il faut faire et on revient sur le débat de tout à l'heure, c'est-à-dire on a cette question qui se pose au moment d'un investissement neuf, mais aussi il faut qu'on se pose, et pas forcément à l'échelle du projet, mais à l'échelle de son environnement, mais quel est le coût de l'inaction sur un projet? Qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas ce projet-là, si je ne fais pas de la prévention vis-à-vis du recul du trait de côte parce que la mer attaque et envahit telle ou telle région? Qu'est-ce qui se passe si je ne prends pas suffisamment de précautions sur une infrastructure existante ou neuve ou à moderniser vis-à-vis du changement climatique et des intempéries qui peuvent l'agresser? Donc ça, c'est aussi des risques qui, sans doute, qu'on ne prenait pas en compte il y a une dizaine d'années, mais qu'aujourd'hui, on prend systématiquement en compte. Merci Michel. J'ai envie de poser la même question à Rémi. Quels sont les outils et comment vous intégrez justement ces nouveaux enjeux, ces nouveaux risques dans vos analyses, dans les notations des projets? Oui, alors il y a plusieurs types d'outils. Il y a d'abord les outils, par exemple, internes qu'ont dû développer les banques pour répondre aux exigences des stress tests climatiques de la Banque Centrale Européenne. Elles ont, par exemple, on leur a demandé de mesurer quel serait l'impact d'une hausse du coût du carbone de $100 la tonne d'un coup d'un seul sur leur portefeuille. Et donc, elles ont modélisé l'empreinte carbone quand elle n'était pas disponible. Elles ont mis un coût en face de cette empreinte carbone, regardé ce que ça faisait en termes de profitabilité, de solvabilité, et donc à la fin de probabilité de défaut et de fonds propres à mettre en face dans des stress tests climatiques. Mais à côté de ces outils internes qui étaient assez basiques, puisque réduire le risque de transition, par exemple, à l'empreinte carbone, il y a eu aussi des outils, il y a des outils externes, comme par exemple les notations ESG, qui peuvent être de Moody's, de MSCI, ou si on parle d'infrastructures de GRESB par exemple, mais qui ont l'inconvénient de mélanger en même temps des dimensions différentes, l'environnement, le social, la gouvernance, avec des méthodologies assez parfois subjectives, et qui du coup permettaient de mesurer une maturité RSE, mais qui diluait aussi le signal de ces risques de durabilité en termes financiers, en termes d'impact sur la matérialité financière. Et donc, d'autres outils ont vu le jour avec des services un peu plus spécialisés comme Carbone 4 en France, ou des plateformes le plus souvent venant d'assureurs comme AXA Climate en France, où on a Swiss Re, Munich Re, Zurich Re, qui ont mis des plateformes à disposition et qui permettent d'identifier si tel ou tel actif, en fonction de sa localisation, est un risque physique climatique haut, moyen ou faible. L'avantage de ces plateformes-là, c'est que ça permet d'identifier les actifs à risque, donc c'est un bon point, de faire le reporting sur comment on intègre les risques de durabilité dans le process d'investissement, mais ça ne répondait toujours pas à la question de quelle est la matérialité financière de ces risques-là. On peut être un actif à risque, mais à risque de perdre 5%, c'est pas pareil qu'à risque de perdre 50%. Et donc, d'autres initiatives comme la nôtre chez Scientific Climate Ratings ont vu le jour, et ce que nous faisons, c'est que nous intégrons des données de risque climatique dans des modèles de valorisation financière pure pour en extraire l'impact financier du risque climatique. Ces risques climatiques, évidemment, diffèrent d'un scénario à un autre, mais ils diffèrent aussi énormément s'il y a eu des mesures d'adaptation et de résilience mises en place par les infrastructures. Philippe Varin parlait tout à l'heure, et on ne s'est pas concerté, du rôle de la World Bank. Nous allons co-signer un rapport qui va sortir à la fin du mois, qui va être présenté à la COP30, et qui va présenter des outils qui permettent de non seulement quantifier le risque climatique sur des infrastructures, financièrement,
mais donc le coût de l'inaction, pour reprendre ce que tu disais Michel, mais en même temps de quantifier le bénéfice des actions, c'est-à-dire quel est le return on investment, quel est le retour sur capitaux des investissements dans l'adaptation et la résilience. C'est des outils qui n'existaient pas jusqu'à il y a quelques temps et qui sont en train de se développer. Donc voilà, au fur et à mesure que l'investissement dans les infrastructures a grandi, c'est sophistiqué, les outils qui permettent de mesurer les risques se sont également sophistiqués. Merci Rémi. Alors, du point de vue des contrats, en fait, Paul, comment là aussi les outils évoluent pour intégrer ces risques? Et j'ai envie de poser aussi une question. Est-ce que c'est intégré de la même façon par les banques et par les fonds de dette, ou est-ce qu'il y a un petit rôle d'aiguillon aussi parfois des fonds de dette sur ces sujets ESG et de prise en compte des risques climatiques ou de durabilité? Alors, je vais éviter de vous assommer avec la réglementation, mais en 2 mots, la réglementation applicable aux acteurs du financement aujourd'hui n'est pas la même. Il y a un cadre commun à la taxonomie depuis 2020, mais l'application pratique n'est pas la même. On parle des banques qui appliquent BAL 3 et CRR 3 maintenant, que l'on parle des assureurs qui appliquent Solvency 2, ou que l'on parle des autres fonds de dette qui appliquent SFDR. Dans un cas, on parle de résilience du système bancaire ou assurantiel, avec essentiellement des impacts en matière de fonds propres. Et dans un autre cas, et s'agissant des fonds de dette, c'est plus un sujet de reporting et de classification des investissements dans lesquels les fonds interviennent. Donc on a parlé des fonds article 8 ou article 9 en fonction du degré d'objectifs d'investissement durable. Là-dessus, en fait, ce que je retiens moi aujourd'hui en tant qu'observateur, c'est que on a des investisseurs européens qui sont très à cheval sur les sujets ESG. Ils vont regarder plusieurs choses dans un projet, c'est-à-dire l'acceptabilité sociale du projet. Philippe en a parlé. On va regarder aussi les questions de risque de réputation. Il y a des classes d'actifs qui ne sont pas très populaires, on va dire, en Europe. Et puis aussi, un troisième élément qui arrive, c'est est-ce que le financement de cet actif, l'actif concerné, est véritablement nécessaire et a une externalité positive sur les populations. Ça, c'est les 3 critères, on va dire, qu'on regarde en Europe. Après, si on regarde les US, c'est un marché complètement différent. On a vu un effet Trump, et vous avez des investisseurs fonds de dette US ou fonds de pension qui n'ont aucun problème à financer des projets qu'on ne qualifierait pas de verts en Europe, par exemple le gaz. Et du coup, pour répondre à la question de comment on reflète ces sujets dans les financements, moi, je dirais qu'il y a quatre éléments. Le premier, c'est la due diligence. Effectivement, les due diligence sont de plus en plus poussées sur les aspects techniques, sur les aspects ESG. On a parfois des coordinateurs ESG qui sont nommés pour auditer et suivre les projets dans la durée. Il y a aussi ces nouveaux des due diligence d'acceptabilité des projets avec des sondages sur la presse locale, on va aller voir les populations pour se demander si c'est un actif qui sera accepté. Et puis, deuxièmement, ce qu'on appelle les Sustainability Linked Loans, qui ne sont pas d'ailleurs uniquement réservés aux infrastructures, mais qui peuvent s'adresser à différents emprunteurs. En fait, là, c'est un système de bonus-malus qu'on intègre dans la documentation. Plus vous respectez les KPIs verts, et sociaux et environnementaux, plus il y a une bonification de la marge. Et inversement, si vous n'atteignez pas les objectifs, il y a un malus qui est appliqué. Donc ça, c'est le deuxième élément. Au niveau des financeurs en bonds, on a ce qu'on appelle les green bonds, qui sont là des obligations qui regardent en fait l'objet du financement. Il faut que l'objet du financement soit vert. Troisième élément, alors là qu'on retrouve systématiquement maintenant, ça va être les KPIs ESG. Donc il va y avoir un certain nombre de reporting définis à l'avance et des engagements sur ces KPIs qui sont plus ou moins contraignants et qui peuvent aller jusqu'à des obligations de best effort pour atteindre ces objectifs. Et enfin, le dernier élément, c'est qu'on voit effectivement des rôles de coordinateurs ESG, c'est-à-dire des tiers externes qui viennent valider les aspects ESG des projets, comme on a depuis des années des conseils techniques qui valident les aspects techniques, les aspects assurance,
les aspects financiers, aujourd'hui, on a des conseils ESG. Merci Paul. Le temps qui nous est imparti se termine presque. Juste peut-être un dernier tour de table avec 2 mots pour conclure. Quelle est un peu votre vision à moyen terme sur cette problématique en termes de tendance? Voilà, vraiment 2 mots, ceux qui veulent intervenir. Bien commencer. 2 mots. D'abord, pour reprendre le sujet initial, les besoins sont là et ils sont énormes. Et comme les finances publiques sont un peu en déshérence, un peu pas, dans certains pays en tout cas, le recours au financement privé est vraiment essentiel. Un deuxième mérite, et je voudrais être très optimiste de ce point de vue-là, c'est que le financement privé permet d'aller vite, contrairement au financement public, budgétaire, annuel, etc. Et un des exemples, c'est le métro du Grand Paris. Alors certes, il coûte peut-être un petit peu plus cher que ce qui était initialement prévu, mais le mécanisme financier qui a été mis en place et le recours à la dette par la Société des grands projets lui permet de construire en 20-25 ans ce qu'il nous a fallu 100 ans pour construire pour le métro existant. On double la taille, mais on le fait en beaucoup moins de temps. Et oui, il faut prendre des risques, mais on y est tous poussés. Merci. Rémi, 2 mots. 2 mots, c'est juste pour dire la même chose. En effet, je pense que si on regarde sur les 20 dernières années, alors la France s'est endettée, mais le monde entier globalement s'est endetté. Donc dans un contexte où les finances publiques vont avoir de plus en plus de contraintes budgétaires, je pense que la part du financement privé dans le financement des infrastructures va grandir. Et donc je vois là-dedans une activité, un avenir radieux pour les fonds de dette privés infrastructures, en tout cas du point de vue de leur activité. Voilà. Et aussi sans doute pour les banques, Laurent, pour conclure. Merci Charlotte, oui, espérons-le. Il y a des besoins massifs qui ont été déjà indiqués. Par rapport à ces besoins massifs, il faut des partenariats, effectivement, et en particulier des partenariats entre les banques commerciales et les investisseurs, fonds de dette ou autres types d'investisseurs. On avait annoncé il y a 2 ans un grand partenariat avec Brookfield, avec lequel on a financé plusieurs milliards d'actifs aux États-Unis. Il y a d'autres projets en cours. Il y a des sujets, à côté de ce sujet quantitatif, et le principal sujet quantitatif, c'est les data centers en Europe. On est très en retard par rapport à la vague aux États-Unis, mais la vague commence à monter en Europe et ça va être un enjeu énorme. Sur le plan qualitatif, et là pour le coup on change complètement de dimension, il y a des enjeux liés aux nouvelles technologies, aux nouveaux acteurs émergents dans le domaine de la transition climatique. Et je pense que c'est important que collectivement, on reste présent pour accompagner les acteurs émergents. C'est pour ça qu'on a mis en place à la Société Générale un fonds de 2 milliards d'euros pour intervenir soit en equity, soit en dette auprès de ces petits acteurs, mais qui portent de nouvelles technologies dans le domaine de la transition climatique à la frontière de l'infrastructure traditionnelle et de la tech. Bon, Paul, du coup, pas mal d'activités en perspective. Et comment vous abordez tout ça? Oui, écoutez, moi je dirais très simplement que les projets ont besoin de liquidité et les fonds de dette seront là pour y répondre avec les banques. Donc on aura un rôle accru des fonds de dette avec les contraintes additionnelles et prudentielles qui s'appliquent aux banques, comme l'a très bien exposé Laurent. Je pense en réalité qu'il y aura une cohabitation avec le meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire la flexibilité des banques, le court terme avec un financement de structuration des projets, et puis aller vers le long terme aussi sur les investisseurs qui cherchent du long terme. Et puis enfin, je dirais qu'il y a aussi un modèle des banques qui a été développé qu'on appelle Originate to Distribute, c'est-à-dire de monter des projets, de les structurer ou de conseiller sur des projets, structurer, prendre du papier et ensuite le distribuer et le vendre aux investisseurs institutionnels. C'est un modèle qui fonctionne et qui est, je pense, à vocation à perdurer. Je noterai simplement qu'il y a certains acteurs aujourd'hui, des fonds de dette suffisamment sophistiqués aussi pour être en mesure de structurer des projets eux-mêmes, et c'est bien parce qu'on en aura besoin. Et puis des investisseurs qui sont capables de venir, comme le disait Laurent, avec des très gros tickets pour financer 500 millions, 1 milliard, 2 milliards sur des projets. Et donc là, c'est vrai qu'on va avoir aussi des projets de plus en plus gros, mais ça répond à la demande de financement qui aujourd'hui est colossale. Et on n'a même pas eu le temps de parler non plus de la démocratisation de l'infrastructure, avec l'appel à l'épargne pour financer ces projets. Et pour conclure, Philippe, je vous laisse le mot de la fin.
Charlotte, 3 mots si vous me permettez. Un premier à propos de Bâle 3. Bon, on voit ici que Bâle 3, qui doit être un outil à destination de la stabilité du système prudentiel, pour lequel effectivement l'Union européenne fait office de bon élève de la classe, il faut qu'on soit conscient que si, sans le changer, sans en modifier les règles, mais simplement dans la manière dont on l'utilise, si on n'y fait pas gaffe, on risque de participer avec Bâle 3 à simplement la montée d'un risque collectif qui s'appelle le climat, et comme je vous l'ai dit, où la fenêtre va se refermer. Le deuxième sujet, deuxième point pour moi, et une bonne nouvelle, c'est de voir que sur l'adaptation, c'est-à-dire sur le coût de l'inaction, comme ça a été dit, eh bien, il y a des outils qui peuvent venir disponibles, effectivement, pour les entreprises et qui pourront justifier le business case. Et ça, c'est vraiment assez important pour nous tous. Et le troisième mot, peut-être un peu plus général, c'est que moi, ce que je vois aujourd'hui de manière mondiale, il faut avouer que l'ESG a pris un peu moins de place sur le devant de la scène dans le monde du business. Néanmoins, que ce soit sur la réduction des émissions ou l'adaptation, si on arrive à faire en sorte que la vertu, au sens de l'ESG, et la création de valeur, finalement, ce soit le même combat, on règle beaucoup de problèmes et de différences, mais pour les entreprises, c'est au bout du compte le même résultat. Voilà. Et j'ai noté la bonne nouvelle que les investisseurs et les fonds de dette seront au rendez-vous de l'investissement privé, qui ne va pas manquer de devoir arriver, j'espère. Voilà. Merci beaucoup. On va terminer sur ces notes positives et pleines d'espoir. Merci à tous.